Salut à tous, comme vous l'avez remarqué, j'opère donc un petit changement dans le format PlayStation Stories. Vous allez donc me voir apparaître dans ces vidéos qui reviennent sur l'histoire de la firme PlayStation. C'est une façon d'être plus proche de vous et d'essayer un nouveau style de narration. Je vous invite donc à me dire ce que vous pensiez de cette nouvelle formule dans les commentaires. Pour le reste, rien ne change, le format est toujours disponible sur les différentes plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast et Amazon Music. 3 indices sont toujours cachés dans la vidéo et vous teasent le sujet de la prochaine vidéo, à vous de me dire si vous les aviez trouvés. Mais trêve d'intro, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les débuts d'un grand studio first party de PlayStation. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Guerrilla Games, avec notamment le premier épisode de la licence Killzone. En réalité, Guerrilla Games est la fusion de 3 studios de développement néerlandais que je vais vous présenter. Tout d'abord, il y a le studio Orange Games, fondé en 1993 par Arjan Bruci. Il sera co-designer du jeu Jazz Jackrabbit, sorti sur MS-DOS en 1994, et qui deviendra le plus grand succès du studio. Toutefois, les droits de la licence sont partagés avec l'éditeur Epic Games, et l'arrivée du moteur Unreal Engine signifiait que le 3e opus de cette licence serait obligé de passer par la case 3D. Ce que Arjan Bruci refusait catégoriquement. Ils développeront quelques jeux sous contrat et d'autres jeux qu'ils éditeront eux-mêmes, mais niveau succès, rien n'égalera Jazz Jackrabbit. Le second studio est Digital Infinity, fondé en 1995 par Arnoud van der Kamp. Le seul projet connu de ce studio ne sortira jamais. En effet, le jeu Knights était prévu sur Dreamcast et PC, un jeu similaire à Mario 64 et Spyro the Dragon. Mais ce genre de jeu demandait beaucoup de temps, d'expérience et de ressources. Un studio naissant comme Digital Infinity ne pouvait pas gérer un développement pareil. Ils partiront donc sur un jeu online qui utiliserait donc les capacités online de la Dreamcast. Un jeu qui vous permettait donc de participer à un tournoi dont le vainqueur remplacerait le roi de Hyrule, devenu trop vieux pour diriger le royaume. Le gameplay était un mélange de Ooga Booga, Power Stone 2 et Heavy Metal Geomatrix. Annoncé fin 1999, le jeu subira beaucoup de contretemps. Le premier sera la faillite de l'éditeur de ce projet, Project 2 Interactive. Digital Infinity rachètera les droits afin de trouver un nouvel éditeur. Il s'agira de Swing qui doublera le budget de Knights pour développer le jeu sur une plateforme supplémentaire, la PS2. L'arrêt de la Dreamcast en 2001 contrariera leur plan. Ils annuleront donc la version Dreamcast et reprendront le développement de zéro pour la PS2 en repartant sur l'idée de développement initial d'un jeu de plateforme 3D. Enfin, avant de connaître le sort funeste de Knights, laissez-moi vous présenter le 3e et dernier studio qui complétera Guerrilla Games. Il s'agit de Formula Game Development, fondé par Martin de Ronde en 1998, et qui ne développera que 2 jeux mineurs, dont un Tiny Toons avant sa fusion. C'est la société néerlandaise Lost Boys appartenant à Michel Moll qui, en 2000, achètera et fusionnera ces 3 studios sous le nom de Lost Boys Game, dont De Ronde sera directeur avant d'être remplacé un an plus tard par un certain Herman Hulst. Cette société s'établira à Amsterdam et c'est à cause de cette fusion que le jeu Knights de Digital Infinity sera définitivement annulé. L'idée de Lost Boys Games était de développer principalement des jeux Game Boy au départ. En 2001, Lost Boys Games deviendra indépendant, bien que restant toujours la propriété de Michel Moll. Mais au départ, les jeux qu'ils développeront seront principalement des licences originales, et ils se rendront compte très vite que les éditeurs préféraient publier des jeux comprenant des personnages sous licence. Ne souhaitant pas modifier significativement leurs travaux, ils proposeront leur projet contre rémunération. En juillet 2003, Michel Moll créera une nouvelle société du nom de Media Republic qui acquérera 75% de Lost Boys Games. Peu après, il renommera le nom de Lost Boys Games en Guerrilla. Heureusement, l'équipe de développement n'attendra pas le changement de nom pour avoir de l'ambition, pour espérer s'émanciper des jeux Game Boy. En effet, dès 2001, les développeurs réaliseront une démo technique qu'ils présenteront à Sony. Une démo qui présentait déjà l'univers de Killzone. Sony sera impressionné et ne souhaitant pas voir tout ce travail acharné perdu, ils leur demanderont s'ils pourront en réaliser un jeu exclusif pour la PS2. Réponse affirmative par le studio et c'est donc fin 2001 que le vrai développement du jeu débutera. Remise en contexte, à cette époque débutait la 6e génération de consoles et un concurrent s'apprêtait à monter sur le ring. Il s'agissait de Microsoft avec une console puissante pour l'époque, possédant des fonctionnalités online totalement novatrices,
même après Sega et sa Dreamcast. Pour accompagner cette nouvelle arrivante sur le marché du nom de Xbox, le jeu Halo Combat Evolve révolutionnera le genre FPS tout en imposant une nouvelle norme pour le jeu en ligne sur console. Alors oui, la PS2 n'avait pas à rougir grâce à toutes ses exclusivités déjà bien établies, mais aucune ne représentait le FPS ou ne faisait face à Halo. Bien qu'il ne sera jamais confirmé officiellement qu'il était en concurrence avec Halo, Killzone sera surnommé The Halo Killer par la presse et les joueurs. Les nombreuses comparaisons entre les deux jeux seront la cause de cette appellation. Mais cette appellation est-elle juste ? En effet, chez Guerrilla, ce qui sera le plus travaillé dans Killzone, c'est son ambiance. Pour vous donner une idée de celle-ci, nous allons planter le décor de Killzone. L'histoire se passe en 2357, depuis que la Terre est devenue inhabitable à cause d'une guerre nucléaire en 2055. Les différents gouvernements ont pris la décision de créer l'UCN, l'United Colonial Nation. Un ordre international visant à établir des colonies humaines dans le système solaire Alpha Centauri. Ce système est occupé par 2 planètes. Vecta, du nom du conglomérat minier Helgast Philippe Vecta, une planète riche et semblable à la Terre. La seconde planète est la planète Helgan, une friche aride du nom de la même société, Helgan Corporation. Philippe Vecta tentera d'acheter la propriété de la planète Vecta, mais l'UCN imposera des sanctions contre ses pratiques commerciales déloyales, ce qui mènera à la première guerre extrasolaire. Philippe Vecta sera chassé par l'ISA, la branche militaire de l'UCN, et les colons exilés établiront leur propre civilisation sur la planète Helgan. Ceci avec grande difficulté car beaucoup mourront à cause de l'atmosphère et l'environnement difficile de la planète, forçant ces derniers à vivre avec des respirateurs et des réservoirs d'air. Ceux qui survivront seront finalement renforcés, transformés par rapport aux habitants de Vecta qui ont conservé leur forme terrienne. En effet, les Helghast ont muté en humanoïdes sans poils avec une peau pâle, sans compter leur force, endurance et intelligence accrues. Ce peuple vit également sous les principes du militarisme et de l'autoritarisme, considérant les humains comme inférieurs et souhaitant reconquérir Vecta et étendre leur règne sur Terre et systèmes solaires voisins. Une atmosphère un peu particulière appelant pas mal nos propres conflits passés avec une pincée de science-fiction. Les Helghast sont des êtres relativement froids et très distinguables avec leurs yeux rouges, une ambiance et une histoire assez originales mais dont le gameplay ne révolutionne en rien le genre. Effectivement, Killzone possède un gameplay très basique. Vous avancez, vous tirez sur les ennemis aux yeux rouges et basta. Vous avez quand même le choix du personnage. Parmi eux, on retrouve le capitaine Templar, un personnage équilibré qui s'adaptera facilement à n'importe quelle situation. Luger, qui est une Shadow Marshal, une unité spécialisée dans l'infiltration. D'ailleurs, elle peut notamment s'introduire dans les conduits d'aération et l'une de ses armes secondaires est un couteau. Ensuite, nous avons Rico, spécialiste des armes lourdes, et enfin Aka, un espion Helghast travaillant pour l'ISA. Un personnage également équilibré comme Templar. 11 niveaux composent le jeu et malgré les quelques différences de stade de personnages, il n'y a que le niveau 11 qui proposera une portion exclusive au personnage que vous aurez choisi. De même, l'une des cinématiques vers la fin du jeu sera légèrement différente sans en changer l'histoire. Le jeu proposait également un mode multijoueur en local et en ligne avec l'adaptateur réseau. Au programme, une dizaine de maps reprenant des environnements de la campagne et des modes de jeu tels que les deathmatch solo, en équipe, des affrontements, domination et autres. Je vais désormais vous raconter l'histoire de Killzone. Vous avez l'habitude, si vous ne souhaitez pas de spoil, n'hésitez pas à vous servir du chapitrage pour naviguer vers la section suivante. Scholar Visari, empereur d'Helgan, envoie la 3e armée Helghast effectuer une invasion secrète sur Vecta. l'ISA tente de les en empêcher avec leur système Solar Defense, mais celui-ci ne s'activera pas. Les envahisseurs submergeront vite les forces terrestres et captureront plusieurs points importants, dont le commandement central de l'ISA. Le capitaine Jan Templar participe actuellement à une offensive visant à ralentir l'invasion Helghast, mais sera convoqué par son mentor et ami, le général Bradley Vaughton. Ce dernier souhaite rétablir le réseau SD. Il charge Templar de retrouver un espion moitié Helghast travaillant pour leur compte, le colonel Gregon Aka. Ce dernier s'était infiltré dans la 3e armée du commandant Joseph Lent. Il sait comment les Helghast ont contourné le système de défense SD. Sur sa route, Templar tombera sur une ancienne camarade, Luger, qui est une Shadow Marshal, une unité spécialisée dans l'infiltration. Plus tard, ils rencontreront Ricardo Velasquez, un tireur de l'ISA cherchant à se venger de la mort de tous ses camarades. Une fois Aka retrouvé, ils apprendront que le général Stuart Adams, surveillant du réseau SD, travaille secrètement pour Lent.
Alors que le général Voton se rend au réseau SD pour activer la programmation, Adams l'assassine et prendra le contrôle du réseau dans l'espoir de détruire la flotte terrienne venant au secours de Vecta. Le combat de Templar et les autres les mèneront à détruire plusieurs bases et infrastructures Helghast. Ils intercepteront et tueront Lent alors qu'ils venaient vers eux pour les vaincre. Adams viendra à leur rencontre afin de les raisonner et d'expliquer que les Helghast ne reculeront devant rien pour reprendre Vecta, peu importe le nombre de vies qu'ils prendront. L'équipe désactivera la station avant de s'en échapper et qu'elle ne soit détruite par la flotte de secours terrienne, tuant Adams au passage. Templar et Luger, dans un dernier échange, savent que la vraie guerre est loin d'être terminée. Sorti le 2 novembre 2004 en Amérique du Nord et le 26 novembre 2004 en Europe, Killzone avait tout sur le papier pour être un énorme jeu, et pourtant les critiques seront très moyennes. Le jeu a bénéficié d'une énorme promotion marketing soulevant de grandes attentes de la part de la presse et des joueurs. Pourtant, le jeu sera une semi-déception. L'univers est sympa, l'ambiance est aux petits oignons, mais face à d'autres jeux du même genre, Killzone possède énormément de défauts. L'erreur des joueurs et de la presse est de lui avoir collé cette étiquette d'Halo Killer. Bien que le jeu soit sympa, il avait plusieurs défauts. J'ai pu constater ces défauts lorsque j'ai capturé le gameplay pour capturer cette vidéo. Il y a notamment l'intelligence artificielle de vos alliés qui est complètement à la ramasse. En pleine séquence de tir, il n'est pas rare de voir vos coéquipiers se mettre devant vous ou vous gêner lorsque vous souhaitez vous replier. J'ai également pu voir quelques bugs, comme vos coéquipiers qui volent dans les airs, des morts totalement absurdes de vos ennemis, les dialogues qui tournent vite en rond, certains niveaux qui possèdent une distance d'affichage assez restreinte, mais malgré tout, Killzone possède un véritable cachet dans d'autres domaines. Une bande-son assez magistrale enregistrée par l'Orchestre Philharmonique de Prague et composée par Joris Deman. Un compositeur qui fut reconnu comme l'un des meilleurs lors de la génération de l'Atari ST. Parmi les autres qualités, des effets sonores très réalistes et un côté unique dans le design de sa science-fiction. Niveau histoire, le jeu possédait une ambiance travaillée, un lore très convaincant et un récit assez prenant bien que reprenant tous les codes et clichés habituels de l'époque. La relation assez lourde entre le héros et la seule femme du groupe, le personnage tank qui en fait des caisses, les rebondissements à base de trahison et certaines portions cousues de fil blanc. Seul l'antagoniste assez perché pouvait être perçu comme original à cette époque, et dans tous les cas, il était vraiment bien interprété par Ronny Cox. Au Japon, c'est Sega qui éditera le jeu le 27 octobre 2005. Chez Famitsu, il récoltera les notes de 7, 9, 8 et 7 pour un score total de 31 sur 40. En décembre 2005, il sera annoncé 2 millions d'exemplaires distribués et il sera proposé en édition Platinum et Greatest Hits. Pour l'anecdote, sachez qu'il existe une édition collector de Killzone. 30 000 exemplaires de cette version Steelbook possédant un second disque contenant un making-of et autres bonus d'illustration. Il s'agissait du tout premier Steelbook jamais conçu et c'est bien Killzone qui en sera laissé. On connaît aujourd'hui le succès que remportent ces boîtes métallisées conçues par la société danoise Scavano. Même s'il n'est pas sorti en France, ce steelbook contenait la notice traduite en plusieurs langues, dont le français. Ce Killzone était surtout un coup d'essai pour le studio Guerrilla. Ils n'en resteront pas là et Sony a d'autres projets pour ce studio. Mais ça, je vous le raconterai dans un autre PlayStation Stories. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et de la partager autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de PlayStation Stories. Salut!